Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 34, épisode exceptionnel. Exceptionnel parce que la semaine a été extrêmement compliquée, surtout pour les banques, et je suis surexposé aux banques. Super. Donc c'est la semaine de la déchéance la plus totale. On va voir ça. Mais avant ça, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on va voir le portefeuille rapidement pour ceux qui sont les plus pressés. Avant ça, je vous invite à mettre des lunettes de soleil. La semaine était très compliquée, tout est rouge et ça pique les yeux. Donc la santé avant tout, mettez des lunettes de soleil. Ok, donc le compte titre. Donc tout est rouge cette semaine, hein. Tout est rouge, j'ai qu'une seule valeur en verte. Et même si vous êtes pressé, vous regardez que 5 minutes la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Je vous rappelle que c'est très important, ne serait-ce que pour l'honnêteté et la transparence. C'est très gentil de votre part de mettre un pouce. Ok, et donc le PEA, voilà. Donc c'est dur, dur, dur cette semaine. Et que Métropole TV en vert. Waouh! Donc, pour les moins pressés, on va regarder le fichier Excel, comme d'habitude. Hop, j'enlève ma tête. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé que j'ai perdu moins 7,47%. Donc, c'est énorme. Énorme. Je pense pas avoir perdu autant en une seule semaine. C'est énorme. Donc, j'ai perdu moins 1100 euros sur la semaine. Uniquement sur la semaine, j'ai perdu moins 1100 euros. Waouh! C'est vraiment énorme. Donc, heureusement, je suis encore en plus-value depuis le début de l'année, mais de tout juste. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Donc, j'ai rajouté 500 euros cette semaine. J'ai acheté une nouvelle société. Encore. Et il n'y a plus d'argent sur le PEA. Donc, en fait, j'ai renforcé une autre société aussi. Donc, on va voir ça ensemble. Avant ça, donc il me reste 1,23% de performance depuis le début de l'année uniquement. Donc, seulement 187 euros de gain depuis le début de l'année. Je me compare par rapport à trois indices. Donc par rapport au CAC 40, lui, il fait plus 6,98% depuis le début de l'année, pardon. Donc je suis en retard de 5,7% depuis le début de l'année. Voilà, mon retard a pratiquement doublé cette semaine. Le CAC GR est à plus 7,13%, donc je suis 6% en retard par rapport à lui. Et le CAC Minus Small est à plus 3,45% depuis le début de l'année, donc je suis en retard de 2,23%, 22%, pardon. Donc c'est énorme, c'est énorme. Depuis que j'ai commencé la bourse en mars 2020, il me reste que 611 euros de gain. Donc voilà, donc c'est très très peu, la performance est vraiment nulle. Voilà, bon après il y a une période d'apprentissage, donc je le prends comme ça, on fera le point au bout de 5 ans pour voir ma performance, voir comment je m'en sors. Ok, donc cette semaine, j'ai rajouté 500 euros de liquidité, donc j'ai mis la totalité de mes apports prévus pour 2023. Ok, donc on verra si je rajoute pas de nouveau de l'apport. On ne sait pas. Peut-être que, bon, je me réserve le droit de pouvoir augmenter mon apport cette année et les années suivantes. Ok. Donc j'ai 4000 euros de liquidité actuellement sur le livret de développement durable parce que pour que ça rapporte 3% en attendant de savoir sur quoi les mettre. Donc j'ai environ 20% de liquidité actuellement. Donc ça me convient. Ça me convient à peu près. Donc j'ai refait ma liste des courses, on va la voir ensemble. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il me manque 550 euros pour acheter tout ce que j'ai prévu de racheter. Donc ma liquidité me convient relativement. J'aimerais bien avoir 550 euros de plus pour pouvoir acheter toute ma liste de courses au cas où le CAC descend vraiment très fort. Donc au début, je vous disais, c'était ma liste de courses pour en dessous de 6000. Bon, maintenant je suis plus trop, hein. On est monté quand même à 7004, donc redescendre en dessous de 6000, ça veut dire vraiment un crack. Donc on va voir quand est-ce que je vais utiliser cette liste des courses, mais il est probable que j'utilise à 6008. Voilà, 6008, 6004, 6002, 6000, 5008, tous les niveaux tous les niveaux sur le CAC, jusqu'au 6000, voire même plus bas. Donc à gérer, j'achèterai par tranche de descente si on descend sur le CAC. Ok. Donc j'ai refait ma liste de courses. Donc j'ai prévu d'acheter 13 entreprises, de renforcer, pardon.
J'ai prévu de renforcer 13 entreprises sur les 19 que j'ai actuellement en position. Donc on va les faire une par une, voir pourquoi j'ai prévu de les renforcer et pourquoi il y a ces 6 entreprises-là que j'ai pas prévu de renforcer. Donc une grosse partie, c'est parce que j'ai pas les liquidités, hein. Mais il y a d'autres raisons. Ok, donc Métropole TV, j'ai prévu de renforcer 500 euros. C'est l'une de mes plus petites lignes à dividendes. Mon PRU, pardon, n'est pas bon du tout. Donc je souhaite doubler ma ligne sur Métropole. Mais quand la doubler... Alors attendez, je remets ma tête. Ok. Donc quand la doubler, ça je sais pas. Potentiellement à 10 euros, voire à 9 euros sur Métropole. Donc voilà, donc à voir si ça baisse jusque-là. Amundi, j'ai prévu de mettre 500 euros. C'est déjà une grosse ligne dans mon portefeuille. Mais pareil, mon PRU n'est pas bon, n'est pas très bon. Donc, je souhaite faire baisser mon PRU, augmenter aussi mon dividende, hein, comme pour Métropole, mais surtout faire baisser mon PRU, comme pour Métropole. Donc, 500 euros, à quel prix? Certainement en dessous de 50. Donc, à voir quand. J'achèterai certainement en plusieurs fois, hein, Métropole et Amundi, en deux fois 250 euros chacune. Ok. Stellantis, toujours société à dividende, donc j'ai encore prévu de renforcer 500 euros sur Stellantis. Pareil, c'est l'une de mes plus petites valeurs à dividende dans le portefeuille. Mon PRU n'est pas forcément terrible, donc si on redescend sur Stellantis, aux alentours de 12,50, pour moi, je me renforce sur Stellantis. Ruby, toujours valeur dividende, j'ai prévu 250 euros de renfort sur Ruby. Je pense que mon PRU, il est pas mal. Mais bon, c'est une grosse tendance baissière, Ruby. On n'est toujours pas sûr d'avoir fait le point bas, hein, je pense, mais on n'est pas certain. Donc, à 250 euros, en bas, au niveau les... Voilà, je souhaite me renforcer sur Ruby à 250 euros sur les niveaux les plus bas atteints récemment. Donc, on verra tout à l'heure en graphique, je vous en parlerai. Crédit Agricole, 500 euros de nouveau, donc valeur à dividende. Prochain niveau d'achat sur Crédit Agricole pour moi, c'est 8,20 €. Donc on verra si on y va. Mon PRU, il est pas mal, hein. Je souhaite renforcer sur Crédit Agricole uniquement quand on sera en dessous de mon PRU. Société Générale, donc j'ai prévu 500 euros. Mon PRU, il est pas terrible sur Société Générale. Donc j'ai prévu 500 euros. Quand les utiliser? Cette semaine, je me suis renforcé à 24 euros sur Société Générale. Je trouvais que c'était un super PRU. Puis ensuite, on est tombé à 22. Je trouvais que c'était un super prix. J'ai failli acheter, mais je ne l'ai pas fait. Et là, on est pratiquement à 20 euros. Donc, il est fort probable que sur Société Générale, et toutes d'ailleurs, hein, que sur toutes, j'attende qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile court terme, qu'il y ait une petite construction sur un retournement par rapport aux tendances baissières actuelles. Voilà, je vous disais ces temps-ci que je faisais un peu le con en essayant d'acheter les points bas, qu'il fallait plutôt essayer de rentrer sur les sociétés en tendance haussière. Donc là, je vais essayer de me reprendre et rentrer sur les sociétés que j'ai prévues, mais seulement en tendance haussière et éviter de chercher les points bas. Voilà, on ne sait jamais si la semaine prochaine ne va pas avoir un point encore plus bas, hein. Même quand on achète en tendance haussière, on n'est pas sûr que ça va pas se retourner le lendemain. Donc, mais c'est quand même, statistiquement, on a plus de chances de s'en sortir bien quand on rentre sur une société en tendance haussière. Ok. Donc c'est la fin des sociétés à dividendes pour ma liste de courses. Donc les prochaines listes de courses, c'est Equasens. J'ai prévu de me renforcer 500 euros sur Equasens. C'est l'une de mes plus magnifiques. J'ai trois sociétés que j'adore dans mon portefeuille qui sont Equasens, Lumibird et Reworld Media. C'est mes trois chouchoutes. Alors, il y aurait Cumulus Vape en plus, mais Cumulus Vape, elle a encore des OCA, BSA. Donc, bon, je ne le mets pas encore dans mes valeurs chouchoutes, même si c'est un peu le cas. Donc, je vous dis ça parce que j'ai prévu de renforcer 500 euros sur Equasens. J'avais trouvé un super prix d'entrée sur Equasens à 60 euros, mais ensuite, elle est partie sans moi très vite. J'ai du coup une très petite position sur Equasens. Donc, je souhaite doubler ma position sur Equasens. Par contre, le problème, ça va être à quel prix, j'en sais rien. Moi, mon PRU, il est à 60 euros. Je suis pas du tout sûr qu'on descende à de nouveau à 60 euros. Donc, si je me renforce sur Equasens, il va falloir, je pense, que je me renforce plus haut que mon PRU actuel. Donc, je vais prendre un risque de, de flinguer mon PRU actuel qui est super
pour pouvoir avoir une plus grosse ligne. Donc, par contre, pour Equasens, il y a de fortes chances que j'attende un gros crack du CAC pour me renforcer dessus. Voilà, je vais pas me renforcer sur Equasens avec un CAC à 7000, ça c'est sûr, même si Equasens descend à 70 euros, même si, voilà, tant que le CAC est au-dessus de 7000, je me renforce pas sur Equasens, je pense pas. Lumibird, donc c'est la valeur de la semaine, je l'ai acheté cette semaine, j'ai craqué. C'était pas du tout prévu, ça a un peu flingué tous mes plans. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est comme ça. Donc j'en suis quand même content. Magnifique société, il y a longtemps que je la suis. Voilà, elle m'a déjà fait beaucoup de bénéfices il y a quelques années. Donc je retourne dessus. Je vous avais dit sur mes vidéos analyse technique que là on était à des bons prix. On est descendu encore un cran en dessous. Donc j'ai acheté à ce moment-là. Et là on est descendu encore un cran en dessous. Donc je prévois 250 euros pour me renforcer, voir jusqu'où ça peut aller l'Humibird. On verra graphiquement qu'il y a un niveau qui me tente. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Reworld Media, elle est déjà bien haute dans mon portefeuille. C'est l'une de mes valeurs chouchoutes. Mais j'ai quand même de nouveau prévu de renforcer 500 euros sur Reworld Media. Parce qu'actuellement, le prix paraît intéressant. On va voir graphiquement ce que ça donne. Mais même si ça a beaucoup baissé, il semble y avoir quand même beaucoup de demandes sur Reworld. Donc on va voir ça en espérant qu'on puisse descendre à 4,50 € sur Reworld, que je puisse me renforcer. Eurofins, j'ai prévu 250 euros, donc je m'étais pas mal renforcé ces derniers temps sur Eurofins, elle a beaucoup chuté. Là, j'attends qu'on retombe. Alors, de nouveau, Eurofins, je sais pas trop à quel prix acheter. Le top du top pour moi, c'est entre 58 et 60 euros. On n'est pas loin actuellement. Après, voilà, on est quand même un CAC à 7000. Donc si le CAC chute fortement, s'il se passe un truc ce week-end, Poupou qui nous envoie une petite bombe nucléaire ou un truc comme ça, on sait jamais. Ça peut fortement chuter et le risque sur Eurofins, c'est quand même d'aller voir 50 euros. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur Eurofins? Est-ce que je vais sauter dessus à 58,60 ou attendre 50 euros ou attendre une tendance haussière? Sincèrement, pour l'instant, je sais pas. On va voir. On va voir. Et les trois dernières sociétés que j'ai prévu de renforcer, c'est Xilam, Corian et Nekon. Donc c'est mes petits boulets du moment. Je souhaite pas dépasser 500 euros sur chaque ligne de Xilam, Corian et Nekon. C'est des grosses tendances baissières sur ces trois sociétés-là. J'ai souhaité les prendre pour pas mal de raisons, notamment parce que graphiquement, elles étaient quand même dans un autre tempo que mes valeurs actuelles. Donc je m'étais plus ou moins dit, si le CAC baisse, là le CAC monte et ces trois sociétés-là baissent. Donc quand le CAC baissera, il est possible qu'elle remonte, que ce soit un peu défensive. Bon, bah ça n'a pas du tout été le cas. Donc là-dessus, je me suis gravement trompé. Mais bon, c'est aussi des sociétés value, les trois pour moi. Alors peut-être pas Xilam, mais Corian et Nekon, je pense que c'est value. Voilà, donc ces trois sociétés un peu plus tendancieuses ne font pas partie de ma liste A. C'était pas du tout la priorité à acheter. Voilà, donc c'est des petites boulettes qui sont devenues des boulets que je souhaite renforcer à hauteur de 100 euros chacune. À voir quel prix. À voir quel prix. On verra en graphique tout à l'heure, on va en parler. Donc on a vu les 13 sociétés que j'ai prévu de renforcer. Maintenant, on va voir les 6 sociétés que je n'ai pas prévu de renforcer et pourquoi. Donc Atos, vous pouvez vous en douter, je suis actuellement en moins-value c'est une de mes plus grosses lignes. Je crois que c'est même ma plus grosse ligne, hein. Oui, c'est ma plus grosse ligne, hein. C'est ma plus grosse ligne, je suis en moins-value dessus depuis un bout de temps, donc non, je compte pas me renforcer. J'espère qu'on va vite repasser au-dessus de mon PRU, voire peut-être même les 20 euros. Mais voilà, mais toujours pas de nouvelles d'Airbus, donc je souhaite pas me renforcer sur Atos. Et si Airbus nous dit qu'il rentre plus sur Evidian, je lâche direct. J'accepte ma moins-value. Ok, Orange, elle a pas trop baissé cette semaine. On est encore loin de mon PRU, donc c'est pour ça que j'ai pas prévu de la renforcer. Je suis pas sûr du tout qu'on se tourne à mon PRU rapidement. Mon PRU est à 9,50 environ. Voilà, donc, je pense pas du tout qu'on retournera à mon PRU tout de suite sur Orange. C'est pour ça que je l'ai pas prévu en priorité dans ma liste des courses.
Coface, pareil, elle a bien monté, je suis encore en plus-value. Je pense pas qu'on retournera à mon PRU, à mon prix d'achat, je pense pas. Donc pour ça que j'ai pas prévu de la renforcer. ST Micro, pareil, elle est toujours en plus-value. Je pense pas qu'on retournera à mon PRU tout de suite, donc c'est pas une priorité. Cumulus Web, je suis beaucoup trop chargé dessus, un peu comme Atos. Donc c'est pas raisonnable de renforcer Cumulus Web pour l'instant, surtout qu'elle est il y a encore des OCA BSA sur le dossier. Bon, voilà. C'est pas une valeur moindre risque. Il y a pas il y a un très 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 petit dividende. Bon, donc je souhaite pas me renforcer dessus. Et Total, donc mon PRU il est trop bon. Je pense pas qu'on retournera à mon PRU. Voilà, donc de nouveau, je vais pas renforcer parce que mon PRU il est trop bon et qu'on n'y retournera pas. C'est pas une priorité totale. Ok, donc on a fait le point sur ma liste des courses. Voilà, on a vu des choses que je dis pas d'habitude, donc c'est cool. On va voir mon portefeuille de rendement, donc le rendement par dividende. On y voit l'Humibird que j'ai acheté cette semaine. Donc 30 unités, j'ai un PRU à 16 euros. Donc pour un peu moins de 500 euros d'investissement, il y a zéro dividende. Et donc je l'ai acheté pour une croissance long terme. Voilà, pour l'instant, j'ai pas assez sur l'Humibird pour pouvoir m'alléger si on monte bien haut sur l'Humibird. Ok, donc lorsque je me serai renforcé sur l'Immebird, je prévoirai un premier TP. Pour l'instant, bon, je laisse comme ça. Ok, donc sinon rien n'a changé. Rien n'a changé d'autre, il me semble pas. J'ai pratiquement 5% de rendement, ce qui est mon objectif. Hop, j'enlève ma tête pour que vous puissiez tout voir. Ok, et donc la stratégie SPQ croissance prend le devant par rapport à la stratégie dividende. Donc voilà, à suivre, à suivre. Il faudrait que je me concentre plus sur les sociétés à dividende actuellement, je trouve, je pense. Ok, donc vous voyez tout. Ok, donc là c'est le graphe par investissement. Donc c'est les sommes que j'ai investies, c'est pas les sommes mises à jour à vendredi, hein. Donc ça me paraît pas mal, il n'y a aucune société qui dépasse les 10%, donc ça c'est mon objectif, ne pas dépasser 10% par valeur. Voilà, donc j'ai beaucoup de petites valeurs que je souhaite renforcer, il y en a beaucoup qui font partie de ma liste de renforts, donc c'est très bien. Voilà, rien de spécial à dire. À part que les deux premières sociétés sont les marques de mes erreurs. Atos et Cumulus Vape, j'ai des PRU trop élevés, je suis beaucoup trop chargé sur ces valeurs-là, et je me les traîne comme des boulets depuis quelques temps maintenant. Donc les autres, ça va un peu mieux, c'est plus raisonnable. Donc voici le graphe réel, donc ça c'est les sommes mises à jour à vendredi. Donc je vous laisserai voir la différence hein, entre les deux. Bon, moi qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc on voit l'Humibird qui est arrivé ici, donc un début de ligne, un début de position à suivre. Et sinon, bon, les quatre premières sociétés sont toujours plus ou moins les mêmes. Atos, Orange, Coface et Cumulus en réel. Et en investissement, c'est Atos, Cumulus, Orange et Coface. Donc voilà, donc les quatre premières sont toujours en quatre premières positions dans les deux cas. Mais les quatre premières sont toujours les quatre premières, même en réel, mais l'ordre change. Il y a des moins-values, il y a des plus-values, voilà. Ah, donc la répartition pardon, par secteur. Donc j'ai acheté Lumibird. Lumibird, c'est une société industrielle. Je la considère comme société industrielle. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc on la retrouve ici avec Stellantis. Donc voilà, donc c'est un petit secteur. Donc je suis content d'être rentré dessus de nouveau. Et par rapport à la taille, la répartition par taille des entreprises, donc Lumibird est une small cap. Voilà, 350 millions de capi, je crois. Donc une small cap. Voilà, donc j'ai 51% de mid and small, ça me va. Bon, j'aimerais bien avoir 30% de large cap minimum. Voilà, donc portefeuille en construction à suivre. Ah, là vous voyez pas tout, j'enlève ma tête 2 secondes. Voilà, au cas où. Ok, et sinon on retourne au portefeuille du coup. On retourne au portefeuille. Alors le compte titre, donc déjà en haut on peut voir que le CAC a fait moins 4% sur la semaine et moi j'ai fait moins 7,47%. Donc pratiquement deux fois moins bien que le CAC.
C'est énorme. C'est énorme de nouveau. Donc Total Energy a fait moins 8,44%. J'en suis toujours à plus 66% de plus-value. On va voir en graphique ce que ça donne. Il y a une news, pardon, il y a une news. Ça doit pas être une grosse news, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Total Energy a vendu des magasins à Couche-Tard. On va aller voir vite fait la news, voir ce qu'ils nous disent. Le pétrolier français a annoncé jeudi la cession de la totalité de ses stations-service en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que 60% de ses entités belges et luxembourgeoises aux spécialistes canadiens de la distribution de proximité Couche-Tard, pour un montant de 3,1 milliards d'euros. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Alors ça m'embête un petit peu. Je vois pas pourquoi ils font ça. Voilà, moi j'aime bien leur société, enfin, leur partie distribution chez Total. Voilà, je pense pas qu'ils soient en manque de cash. Donc ça m'embête un peu. Voilà. Bon. Hmm. Alors, on va dire ce qu'ils nous disent quand même, hein. Sans réel impact sur le cours de l'action totale qui a clôturé en hausse de 0,1% jeudi, cette opération n'en reste pas moins intéressante à plusieurs niveaux. Alors, Total a fortement baissé vendredi, il me semble, hein. On va voir ça en graphique. Pardon. Oh, pas tant que ça, pardon. Non, pas tant que ça. Alors, donc la session est d'abord réalisée dans de bonnes conditions. Le prix annoncé induit un ratio de valorisation de 9 fois l'EBITDA, une fois retraité de plusieurs éléments et notamment de la part des activités cédées en leasing, ce qui est un bon multiple, estime Ahmed Ben Salem, analyste chez Odo Securities. Le prix est en ligne avec la manière dont nous valorisons l'ensemble du pôle marketing et services de Total Energy, confirme un Bertrand de chez Kepler-Chevreux. Bon. La transaction permet aussi aux pétroliers de réduire la voilure sur une activité en pleine mutation qui va nécessiter d'importants investissements afin d'intégrer de nouveaux services réclamés par les consommateurs, anticipe l'analyste. Dans cette optique, l'alliance avec Couche-Tard pourrait aussi aider le pétrolier à améliorer son offre de proximité dans ses réseaux belges et luxembourgeois. Avant, pourquoi pas, un élargissement à d'autres géographies, comme la France, pour l'interrogation. Cette stratégie a déjà été mise en œuvre avec succès par BP et Couche-Tard, par BP, pardon, et Couche-Tard a des ambitions en Europe, rappelle l'analyse. Donc, ok, il va y avoir des investissements à faire dans les stations-service, notamment, j'imagine, pour les véhicules électriques. Mais il me semble que c'est quand même un bon business, enfin, le business des stations-service. On en a toujours besoin. On en aura toujours besoin, je pense, à l'avenir, donc bon. Et en plus, si on reste une demi-heure à la station-service, parce qu'il faut recharger sa voiture électrique pendant une demi-heure, on consommera plus dans les stations-service, donc il me semble que c'est un bon business pour l'avenir. Donc je sais pas pourquoi ils font ça trop, bon. Et ils ont largement les moyens quand même d'investir, je pense, dans la station-service. Ils n'avaient pas besoin de ces 3 milliards. Dans le passé, le Canadien a notamment acquis des stations-service en Irlande et en Norvège. Il avait aussi tenté de racheter Carrefour fin 2021, on s'en souvient, sans succès. Ahmed Ben Salem s'interroge toutefois sur le choix de Total Energy de vendre la totalité de son réseau allemand. Une co-entreprise en Belgique et au Luxembourg aurait pu être pertinente. Jugez la liste. Voilà, donc lui aussi, voilà. Ils vendent un peu trop là, hein. Donc la cession de quelques 2000 stations-service, avec quand même 2000, va aussi dans le sens de la stratégie climat déployée par le géant de l'énergie. Le groupe s'est engagé à réduire de 30% ses ventes de produits pétroliers entre 2015 et 2030. Écoutez, hein. Donc l'impact ne sera toutefois pas immédiat, puisque Total Energy continuera à approvisionner les stations-service cédées pendant au moins 5 ans. L'entreprise dirigée par Patrick Pouyanné, précise par ailleurs que les activités de recharge électrique hors station et la distribution d'hydrogène sont exclues de la transaction avec Couche-Tard. Contrairement à ses concurrents Shell et BP, le français s'en tient à son programme ambitieux en matière de transition énergétique,
Reste à savoir s'il compte mettre à profit sa solide situation financière, encore renforcée par cette session pour accélérer dans le domaine. Bah déjà, je trouvais que moi, Total, il mettait pas assez sur la transition énergétique. Il me semble qu'ils versent plus en dividendes et en rachat d'actions à leurs actionnaires que ce qu'ils investissent dans les énergies vertes. Donc, bon. Donc, un peu déçu par cette news, hein. Franchement, moi, c'est pas la news qui me réjouit le plus. Donc, par contre, j'ai totale confiance en Patrick Pouyanné pour bien gérer. Donc, voilà. Certainement des choses que je vois pas, que je comprends pas. C'est pas grave. Donc, total, on était dans un range entre 55 et 60 euros. Donc le range a été cassé, on a cassé EM de 100 jours, on a été voir le range plus bas là à 52 euros environ. Donc pour l'instant c'est assez moche, ça distribue, le RSI il est très faible avec du volume. Ah, donc ça baisse avec du volume. Donc jusqu'où on peut aller sur Total, pour moi le max du max ça sera 50 euros. Je pense qu'il y aura un maximum de monde à 50 euros si on va jusque là. Et pour l'instant on n'est pas loin d'un support également à 51-52. Donc à voir ce qu'on y fait également Total sur ces niveaux-là, hein. Cumulus Vape, elle a fait moins 4,83% sur la semaine. J'en suis à moins 15% sur ma ligne du compte titre depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. On va voir en graphique. Cumulus Web jusqu'à présent, on était sur un bon support à 10 euros. Bon, le support à 10 euros a cassé. Aujourd'hui, il devient résistance. Pour moi, pour l'instant, on latéralise entre 9,59 MM200 jours et 10 euros. Donc à voir si ça passe par le nord les 10 euros, super, bon signe. Et si ça casse par le sud les 9,59, potentiellement on va aller voir les 9,20 € et combler le gap à 9,26 €. Donc c'est une possibilité. Je remarque quand même que dans la baisse, ça distribue pas. Donc moi, je reste confiant sur Cumulus. Pour rappel, dossier OCA BSA. Donc, et ils finissent à la fin de l'année, les OCA BSA. C'était leur... Je pense pas qu'ils en referont. Ils n'ont pas de raison d'en refaire. Ce serait dommage. Mais bon, je suis pas à la tête je suis pas dans la tête. Je connais pas du tout les dirigeants de Cumulus Vape. Donc voilà. Donc, attention, attention. Moi, j'ai déconné en prenant autant de lignes sur Cumulus Vape, hein. J'ai expliqué longtemps au début des vidéos pourquoi j'avais fait ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc pour le PEA, vous remarquez que sur le PEA, les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Moi, je fais pas la distinction entre le compte titre et le PEA. L'ensemble des deux, c'est mon portefeuille bourse. Ok, donc Orange a perdu moins 2,81% sur la semaine. Donc elle surperforme le CAC, Orange, super. C'était défensif, donc elle a joué son rôle de défensif cette semaine, très très bien. J'en suis à plus 11 depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, je crois pas. Non, prochaine rubis. Ok, donc en graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, ça donne quoi? En graphique, il y avait une très belle poussée, donc très très bien. Ça latéralisé à plat, au-dessus des 23,6 de Fibo. Très très bien. Donc là, vendredi, c'est quand même grandement baissé. On a clôturé sur les 23,6 de Fibo. On a clôturé pile poil dessus, avec du gros volume. RSI qui tombe à 51. Donc toujours au-dessus de 50, donc c'est pas mal. Et ça distribue, par contre, ça distribue. Donc voilà, c'est tellement qu'il y en a qui ont paniqué, qui ont vendu. Est-ce qu'on peut aller plus bas sur Orange? Bien sûr qu'on peut aller plus bas. Il y aura un gros support à 10 euros là avec MM200 jours et le niveau historique de 10 euros. Voilà, il y a une résistance, il y a un support pardon, intermédiaire avant entre 10,30 et 10,45 pour moi. Donc à voir jusqu'où on peut aller Orange. Cela dit, là on est toujours sur les 23,6 de Fibo. Moi je reste relativement confiant sur Orange. Dans le sens où si le CAC continue à baisser, je pense qu'elle baissera moins que le CAC. Et par contre, si le CAC se reprend, bon, je sais pas trop ce qu'elle peut faire, Orange. Mais en tout cas, pour moi, le maximum au sud, ce sera 10 euros. Et il faudra passer les 10,92 au minimum pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà, effectivement, si le CAC remonte, c'est une société défensive, ça va pas être celle qui va plus remonter.
Voilà, il est fort probable que pour aller plus haut sur Orange, il faille atteindre des nouveaux chiffres. C'est possible. Donc on va voir, on attendra. Atos, ça fait moins 12% sur la semaine. Waouh, zéro news, zéro news. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Je repense toujours à ce moment où j'ai vu ma moins-value sur Atos réduite à 50 euros. Je m'étais dit à ce moment-là, putain, mais je pourrais peut-être la vendre là. Si je vends tout de suite, je récupère 1700 euros, c'est quand même pas mal. Bon, j'espérais que ça monte beaucoup plus haut que ces euros Atos. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça s'est écroulé depuis. Donc je reste avec mon idée de la vendre, mais trop tard. J'ai pas fait. Je reste avec mes regrets. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je reste avec mes regrets. Hop. Atos, il n'y a pas de news d'ailleurs? J'ai dit Ruby, mais il n'y a pas Atos? Non, il n'y a pas Atos. Ok. Donc, zéro news sur Atos, zéro news. Euh, Par contre, donc on n'a toujours pas de nouvelles d'Airbus. On n'a toujours pas de nouvelles d'Airbus. C'est vrai que c'est assez surprenant qu'on n'ait pas d'autres marques d'intérêt pour Evidian. C'est assez surprenant, mais d'un autre côté, euh, tout le monde sait bien que s'il y avait plusieurs personnes sur le dossier Evidian, les prix sont montés. C'est comme dans toutes les enchères, hein. Plus il y a personne intéressée, et plus les prix montent. Donc, ok, ça fait bizarre qu'il n'y ait personne d'autre ne soit intéressé par Evidian. D'un autre côté, ça paraît logique. On a encore largement de temps pour entrer sur le dossier. Euh, Ça paraît logique de laisser Airbus négocier le prix au maximum tout seul pour l'instant. Et si, parce que s'il y avait plusieurs sociétés, les prix bah, Atos ferait monter les prix, forcément, quoi. Donc voilà, donc c'est assez spécial Atos, c'est une daube. C'est une daube dans le sens où elle perd de l'argent. Pour la deuxième année consécutive, elle perd de l'argent. Voilà, moi j'en peux plus de cette daube. Donc pour l'instant, je garde. On va voir ce que ça donne. On va attendre Airbus. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'autres concurrents, c'est pas non plus une si mauvaise news que ça. Ça se comprend, stratégiquement ça se comprend, pour avoir les meilleurs prix possibles pour entrer sur Evidian. Ok. Donc Atos, elle a fait moins 12% sans aucune news, sans aucune news. Donc ils ont l'habitude de sortir des news le week-end. Surveiller les news régulièrement. Voilà, moi je m'attends éventuellement à ce qu'on ait une mauvaise news cette semaine et que comment dire, et que des gens au courant à l'avance soient sortis. Donc c'est peut-être ça ce qui s'est passé. C'est peut-être juste la baisse du CAC et les spéculateurs qui sont sortis vu la baisse du CAC, voilà, sur toutes leurs valeurs. C'est aussi largement possible. C'est aussi largement possible. Si j'aurais été pas loin de mon PRU, j'aurais certainement vendu maintenant, hein, mais bon. Donc on est encore assez haut, on est relativement haut sur Atos. On est relativement haut. L'analyse graphique ne peut pas dire grand-chose, surtout les news qui vont compter sur Atos. Si Airbus disent qu'ils rentrent et qu'ils prennent 30% des Vidian à un bon prix, ça va pumper. On pourrait aller potentiellement aller voir les 18, les 20 euros, ce serait super. Mais bon, faut pas rêver. S'ils nous disent Airbus qui rentre pas sur Evidian, il y a de fortes chances que ça casse par le sud très très fort, vers les 10 euros. Voilà, c'est fort probable. Donc je reste là sur la S graphique, hein. Pour moi, c'est surtout les news qui vont compter pour l'instant. Ok. Coface, elle a fait pratiquement moins 10% sur la semaine. J'en suis à plus 14% depuis que je l'ai acheté. Donc les banques et les assurances ont pris cher, hein. Tout ce qui était services financiers, qui est mon premier secteur, tous les services financiers ont pris cher. Donc Coface ne déroge pas à la règle. Moins 10%. Donc elle, je suis pas content que ce soit descendu vu que j'ai pas prévu de me renforcer. Voilà, mais je vous disais qu'on était cher à ces prix-là, hein, qu'on était cher. Je remarque que dans la baisse, ça n'a pas distribué. Volume moyen, mais quand même assez fort.
Ok. Donc on a été toucher le haut d'un support là à 12,40. Pour l'instant, ça latéralise au-dessus du support à 12,40 et en dessous de la résistance à 13. Donc on est bloqué entre 12,40 et 13 euros. À voir dans quel sens ça sort. Voilà, si on pouvait les choper le plus proche possible de la M200 jours, ça me paraîtrait pas mal. Société à dividende, donc plus ton PRU est bas et plus meilleur est ton rendement. Voilà, mais bon, franchement, là, graphiquement, c'est assez moche. C'est assez moche. Moi, je reste confiant, ça distribue pas. Dividende à plus de 10% à ce prix, 1,50 € je crois le dividende, je sais plus exactement. Voilà. Donc j'ai dit des prix en haut et en bas. Il faut sortir de ces bornages de prix pour pouvoir aller voir plus loin. Ok. Amundi a fait moins 10% pratiquement sur la semaine. J'en suis à moins 10 depuis que je l'ai acheté. Donc de nouveaux secteurs financiers. En graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, donc pour rappel, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, moi je me suis allégé sur Amundi, un petit peu à regret. Donc comme aujourd'hui, j'en suis content. Donc ça a fortement baissé Amundi. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une news, mais je crois pas, hein. Bon, je crois pas. On a fortement baissé là. On latéralise légèrement au-dessus des M200 jours. Ça a légèrement distribué Amundi. Mais bon, vu la baisse, ça aurait pu être largement pire. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés dessus. Voilà, avec un volume moyen, moyen fort. Donc ça baisse fort. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, moi je compte me renforcer sur Amundi. Potentiellement entre 48 et 50. Les 41, 42 là, j'y crois pas. Je pense pas qu'on puisse y retourner. Même si en semaine, on voit que, bon, c'est possible quand même. Qu'on retourne au 45. Graphiquement, on voit qu'on l'a déjà vu, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc à suivre, entre 45 et 50 euros, voilà, mon renfort. On va suivre graphiquement ce que ça donne. Si ça casse à M200 jours, c'est pas sûr non plus. Voilà, là, ça baisse plus trop quand même, hein. Depuis 3 jours, ça baisse plus trop. Donc est-ce que ça peut encore aller beaucoup plus bas à Bundy? J'en sais pas. Si ça casse les 53,22 MM200 jours, donc c'est mauvais signe, on peut aller retourner voir les 50. Et si on arrive à clôturer au-dessus de 58, déjà ce serait pas mal pour essayer de repartir. Mais bon, il y a de fortes chances qu'on va construire, hein. On va construire avant de repartir à 58. Ça va pas repartir en V tout de suite, hein, je pense pas, hein. Ruby a fait moins 6,20% sur la semaine, donc du coup j'en suis à moins 3,40%. Donc je suis passé en négatif cette semaine. Il y a eu la sortie des chiffres. On va regarder ça ensemble. Donc Ruby signe une bonne performance opérationnelle 2022. Et pourtant ça a bien baissé, hein. Donc on va lire vite fait. Ruby annonce que son résultat brut d'exploitation 2022 est de 669 millions d'euros en progression de 26%. Donc résultat brut en augmentation de 26%. Parfait. En 2022, Ruby Photosol, consolidé sur 9 mois à partir du 1er avril, a contribué à hauteur de 18 millions d'euros. Donc Photosol, c'est peanuts, hein. C'est vraiment peanuts par rapport aux 669 millions d'euros. Ok. Son résultat opérationnel courant s'affiche à 509 millions d'euros, en hausse de 30% comparé à 2021. Bien au-delà du record de l'exercice 2019 à 412 millions d'euros. Donc on fait même mieux qu'avant le Covid. Donc super, super. Son résultat net ajusté s'élève à 326 millions d'euros, 326 millions d'euros, pardon, soit une hausse de 11%. Et son bénéfice par action ajusté dilué est de 3,16 € en augmentation de 10%. Parfait. Or, son résultat net part du groupe diminue, passant de 293 millions d'euros à 263 millions d'euros. La performance opérationnelle de Ruby a été tirée par l'activité distribution, avec un résultat opérationnel courant en hausse de 37%. Son activité support et service a aussi contribué à cette performance, avec un résultat opérationnel courant en hausse de 17%.
Son chiffre d'affaires, on s'en fout parce que le pétrole a beaucoup monté en 2022, donc le chiffre d'affaires ne veut absolument rien dire. Ce qui compte, c'est les marges. La marge brute atteint 801 millions d'euros, en hausse de 27% par rapport à 2021, portée à la fois par le volume et par le développement solide de la marge unitaire dans toutes les régions. Quant à ses perspectives, Ruby annonce qu'avec des leviers de croissance, 2023 sera une nouvelle année d'augmentation de résultats nets par du groupe et du dividende. Ok, donc l'exceptionnel Top Invest en a fait une vidéo, je mettrai le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Donc en graphique, ça donne quoi Ruby? Donc Ruby, franchement, vendredi, on s'attendait à une hausse, hein. D'ailleurs, ça se voit, il y a une grande mèche hausse, grande mèche haute, pardon. On a ouvert avec un gap haussier, on a fait une grande mèche haute et en fait, ça s'est écroulé dans la journée. Donc, comme on a pu le voir, les chiffres sont très bons, les perspectives sont bonnes. Donc, pourquoi ça baisse autant? Sincèrement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu que 250 euros pour me renforcer. 22, 21 serait pas mal, hein. Voilà, entre 21 et 22 euros, ça serait le top si on y va. Sachant que c'est une très grosse tendance baissière, Ruby. Il est aussi possible qu'on n'ait pas fait les plus bas et qu'on aille voir plus bas. Donc, attention à vous. Mais bon, vu le rendement du dividende, je pense pas. Mais bon, tout est possible. On peut jamais savoir en bourse, tout est possible. Prévoyez le pire. Comme ça, vous serez soulagé si ça arrive pas. Ok. Donc, Ruby, là, on voit que pour l'instant, ça tient MM200 jours à aujourd'hui 23,98. Donc, faut pas casser M200 jours. Sinon, on peut potentiellement aller voir plus bas. Plus bas, il y aura les 23, 23,50. Et ensuite 21-22 comme je vous ai dit, hein. Ok, donc du volume, RSI est en survente pratiquement vendredi. Bon, après ça distribue pas énorme non plus, hein. Vu la grande baisse, on aurait pu penser que ça distribuerait plus, mais ce n'est pas le cas. Personnellement, j'ai rien fait, je me suis pas allégé, donc je reste confiant. À suivre. STM a fait moins 1,82% sur la semaine, j'en suis à plus 44% depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai pas prévu de me renforcer, comme je vous ai dit. STM. Donc STM, je vise toujours 50. Je vous avais dit il y a quelques temps maintenant que bon, à 46 euros, c'est pas contre, c'est allégé. Parce que 50, c'est peut-être un peu gourmand. Bon, on est toujours là dans une sorte de range entre 43,80 et 46 euros. Voilà, même quand ça baisse, ça ne veut pas baisser beaucoup plus. Et pour l'instant, on n'a pas cassé en clôture là les 46 euros. Enfin, on les a cassés en clôture, mais c'était un faux signal. Donc, maintenant, il faudrait passer les 47 euros en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Ok, donc ça accumule légèrement. Bon, le RSI est autour de 50. Très très bien STM, hein, franchement, parmi celles qui... Elle surperforme largement le CAC. Voilà, j'ai dit le prix au-dessus, 46 euros, et le prix en dessous, bon, 43,80 pour l'instant ça tient. Les 23,6 aux alentours de 43 euros. Ah, pardon. Ok, donc Reborn Media a fait moins 2,73% sur la semaine. J'en suis à moins 4% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Donc la première de mes chouchoutes, Reborn Media. Donc en tendance baissière là depuis mi-février quand même. Sans news, sans distribuer non plus. Donc ça baisse sans distribuer. RSI il est très faible. Donc moi j'ai prévu de me renforcer sur Reworld. Alors j'ai prévu de me renforcer éventuellement 4,50 là avec MM200 semaines. Si on y va. Si on y va. Pour l'instant, je vous ai parlé moi d'un range entre 5,40 et 5,80. Et j'avais même dit la dernière fois qu'on pourrait même estimer entre 5,20 et 5,80. Donc voilà, on n'a pas pour l'instant cassé les 5,16 en clôture. Bon,
Donc à suivre. Pour l'instant, c'est en tendance baissière, Human Media. Pour l'instant, c'est en tendance baissière de court terme. À ces prix-là, les prix me semblent pas dégueux. Voilà, à ce prix-là, les prix me semblent pas dégueux. Et malgré la baisse, ça distribue pas. Donc je resterai confiant. Je resterai confiant. J'ai pas forcément dit de prix. Les prix, c'est spéciaux, hein. Il va y avoir 5 euros, un rebond. À 4,50 entre 4,50 et 5 euros, il y a un support. Donc à voir si on va jusque-là. J'en suis pas du tout certain. Eurofins, elle a fait moins 3,28% sur la semaine. J'en suis à moins 5,36% depuis que je l'ai acheté. Donc Eurofins, j'étais grandement renforcé dernièrement, dont la dernière fois à 62,70 en FOMO. Bon, qu'il fallait pas du tout, hein, qu'il fallait pas du tout. Cela dit, Eurofins, là, ça fait rien. Alors, ça avait grandement baissé suite à la sortie des chiffres qui n'avaient pas plu. On s'était retrouvé dans le super niveau là, entre 58 et 60 euros. Donc je me suis renforcé une fois et ensuite quand c'est reparti, moi je pensais qu'elle allait repartir, FOMO, donc je me suis renforcé trop tôt. Là, on semble latéraliser entre 60 euros et 63 euros. 60-63 euros pour l'instant. Donc clôturer au-dessus des 63 euros pour essayer de voir plus haut. Voilà, reprendre une belle tendance sur Eurofins peut-être. Et si on casse les 60 euros, donc pour moi les prix seront intéressants. Et le risque, ce serait d'aller à 50 euros. 55 euros dans un premier temps Eurofins et ensuite 50 euros. Voilà, c'est ça le risque sur Eurofins. Donc commencer une ligne à 60 euros, je trouve pas ça bête. En prévoyant de renforcer à 55 et 50 éventuellement. Voilà, bon, après cela dit, elle a baissé à cause de ces chiffres. Donc elle a baissé pour de bonnes raisons. Faire attention donc. Faire attention, ça va pas remonter tout de suite. Ça va pas elle qui a le plus performé, je pense pas à Eurofins, hein. Mais sur long terme, moi j'en suis très confiant. Je vais la garder long terme. Société Générale, elle a fait moins 17% sur la semaine. J'en suis à moins 20% depuis que je l'ai acheté. Et je vous ai pas montré, mais j'ai fait des ordres cette semaine. Donc Société Générale, j'ai renforcé à 24,05. Voilà, aujourd'hui on est à 21,20. Donc j'ai pas renforcé au meilleur prix. On verra pour l'Humibird quand on sera dessus. Donc je me suis renforcé cette semaine sur Société Générale à 24 euros. Aujourd'hui on est à 21,20 €. On va voir en graphique. Il me semble pas qu'il y avait des news, hein. Stellantis, on l'a pas faite? Non, pas encore, ok. Donc là, Société Générale. Hmm. Donc en graphique, Société Générale, ça donne quoi? Bah, c'est moche, hein. Waouh, 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 c'est ultra, ultra moche. Donc actuellement, c'est sur un support oblique. Mais bon, on est tombé jusque-là en distribuant énormément. Là, on est en survente. Il y a eu beaucoup, beaucoup de volume. Donc, je me suis renforcé lundi en FOMO à 24 euros. J'en étais très content de mon ordre à 24 euros. On était même plusieurs sur le Discord à se dire ah, combien t'as repris? J'aurais dû en prendre plus, tout ça. Bon, ben, donc on a bien fait de pas en prendre plus. On a bien fait de faire attention. Parce que mercredi, ça a cassé M200 jours avec beaucoup de volume et une énorme bougie. Énorme bougie. Voilà, ce qui a tout cassé. Donc aujourd'hui, on est sur un support oblique. Donc les supports obliques résistent moins que les supports horizontaux. Le support horizontal le plus proche, il est plutôt à 20 euros. Donc il y en a aussi un à 21 euros. 21 euros et 20 euros sont les deux prochains supports. Il me semble vous l'avoir dit tout à l'heure, mais moi du coup, Société Générale, hmm, la tendance baissière est trop trop forte. Je vais attendre de repasser au moins en tendance haussière pour me renforcer. Pour rappel, je l'avais pris en swing. Je l'avais pris en swing court moyen terme, voyant la belle tendance pour essayer d'aller combler les gaps à 33 euros. Mon swing, il est foireux, hein. Mon swing, il est foireux total. J'avais pas de stop. Voilà, swing sans stop. Aujourd'hui, je me retrouve avec une ligne en grosse moins-value. Bon, il y a un super dividende, je veux bien, mais quand même. Mais quand même. Donc j'ai fait mes comptes. Si on va à 20 euros et que j'achète 25 actions à 20 euros, ça fait baisser mon PRU en dessous de 25.
Donc ce serait pas mal. Mais est-ce que je vais avoir les Corolles d'acheter 20 euros comme ça à un niveau en espérant que ça soit le plus bas? On verra. Ou est-ce que j'attends une tendance haussière? C'est ce qui est plus probable. Et du coup, mon PRU baissera beaucoup. Oui, mon PRU baissera beaucoup moins. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc j'ai dit les niveaux plus bas qui arrivent. J'ai dit que c'était en très très grande tendance baissière et qui distribue. Voilà, donc prudence, prudence sur les bancaires. Pour moi, c'est des opportunités d'achat. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais dit, pour moi, il fallait buy the dip. Bon, bah, fallait pas buy the dip, hein. Fallait pas buy the dip, et encore moins sur les bancaires. Donc, à voir jusqu'où on peut aller. D'ailleurs, j'ai pas fait le point sur le CAC. Exact. Bon, donc on a fini sur Société Générale. J'ai dit les prix au sud et les prix au nord. Il faudra passer le milieu de la grande bougie là du mercredi. Il faudra passer les 23 euros pour moi pour essayer d'aller voir plus haut. M200 semaines actuellement à 22,75. Donc ouais, même les 23,40, 23,50 à passer pour essayer d'aller voir plus haut, hein, de général. Ok, donc vous avez l'habitude, je suis très brouillon sur mes vidéos, c'est toujours très décousu. On va faire un petit point vite fait sur le CAC. On en avait parlé régulièrement sur la chaîne, vous avez dit qu'on était haut. Qu'on était haut, potentiellement on pouvait baisser. Le consensus était sur une baisse à 7000 points, voire 6008. Donc on était au plus bas à 6861. 6861. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé le niveau des 6008. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. Si c'est le cas, prochain support 6004. Ouais, pour moi c'est 6004, 6004, 6005 on va dire. Ensuite les 6002 et ensuite les 6000. Donc comme j'ai dit au début de ma vidéo, pas du tout sûr qu'on aille en dessous de 6000. Donc il est fort probable que moi je commence à utiliser mon cash par tranche à ces niveaux-là. Donc 6008, 6004, 6002, 6000, les prochains niveaux sur le CAC. En tout cas, pour l'instant on n'a pas cassé les 6008. Donc pour l'instant le consensus avait raison. À suivre. Ok, donc c'était juste pour dire ça. Hop. Ah, pardon. Donc on a été Crédit Agricole. Crédit Agricole a fait moins 10% sur la semaine. Il me reste que 5% de plus-value sur Crédit Agricole. Il n'y a pas de news, on va l'avoir en graphique. Crédit Agricole. Waouh, donc c'est comme Société Générale, hein. C'est très très moche, ça distribue en survente avec du gros volume. Voilà, pour moi, en dessous de 10, c'est une opportunité d'achat pour un début de ligne, pour l'investisseur long terme. Voilà. Et moi, personnellement, si je me renforce, ce sera à 8,20 € le prochain renfort. Même si c'est pas là sur cette période compliquée, là, des bancaires, qu'on va à 8,20, je suis persuadé qu'on ira à un moment, il y aura un crack. Pour l'instant, c'est pas un crack. Silicon Valley Bank, là, c'est pas du tout comme en 2008. Voilà, donc pour moi, bah alors moi je reste optimiste, hein. Je l'ai dit, moi je suis d'une nature très optimiste. Donc je reste optimiste, je reste dessus, je vends pas, je reste long terme. 8,20, je renforce. En dessous de 10, pour moi, pour un début de ligne, c'est pas mal. Et ensuite, tu te renforces quand tu es en dessous de ton PRU, en prenant en compte qu'on peut aller, potentiellement, on peut descendre jusqu'à 6 euros. En cas de gros crack, on retournera à 6 euros. Voilà, il y a régulièrement des cracks sur les bancaires, sur les premières à prendre cher quand l'économie va mal. Donc régulièrement, elles descendent très très basses. Donc je vais pas me forcer sur Crédit Agricole, je vais certainement pas me renforcer maintenant. Alors, ce serait pas non plus bête, hein, de le faire, hein. Voilà, comme je disais, moi, en dessous de 10 euros, c'est une opportunité d'achat. Prochain support, 9,68 et M200 jours, voir ce que ça y fait. Et je vous ai dit mon prix d'achat pour moi, c'est que mon point de vue. Combler le gap baissier là, 11,26 pour essayer d'aller revoir plus haut dans un premier temps. Ok.
Et comme à chaque fois, depuis qu'on regarde les deux bancaires sur trois, les trois bancaires françaises, on va regarder BNP, savoir laquelle a le plus baissé cette semaine. Donc BNP, un peu comme c'était Général et Crédit Agricole, hein, les graphiques sont vraiment très très ressemblants. On voit que là, on s'est arrêté sur un M200 jours. Alors vendredi, on a légèrement cassé. Oui, on a cassé un M200 jours en clôture, hein. Donc c'est très léger, c'est très léger, c'est peut-être à la marge, peut-être que ça va rebondir lundi dessus. Et les autres bancaires aussi, c'est possible. Les trois sont corrélés, hein. De toute façon, les trois sont corrélés. On voit bien que le graphique là, ils sont identiques. Hmm, voilà, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que là, si on est sur M200 jours, il est possible que ça remonte. Voilà. Et si ça casse, M200 semaines un peu plus bas encore, à 47,63. Euh, Moi, il me semble que les prix, les super prix que je vous disais avant, c'est 35 euros. Il me semble vers les 40, en dessous de 40, c'est pas dégueu. Voilà, à 40 euros, tu as 10% de rendement. Le dividende sur BNP, je l'ai pas vérifié avant, hein, mais il est aux alentours de 4 euros. Donc à 40 euros, tu as environ 10% de rendement. Donc je pense pas que ça aille jusqu'à 40 euros, hein. Mais si c'est le cas, ce serait une opportunité d'achat. 35 euros, c'est le top, mais 40 euros, en dessous de 50, c'est déjà pas mal. A priori, alors non, j'ai du mal à dire ça, je suis désolé, je reviens sur ce que je viens de dire. Je reviens sur ce que je viens de dire. Il est possible que pour la décennie à venir, 50 euros, ça soit un super prix. C'est possible avec la remontée des taux. Dès qu'on aura passé cette crise-là de Crédit Suisse et de SVB, moi je pense que ça va reprendre. C'est pour ça que je reste dessus. Je resterai confiant. Mais voilà, historiquement, 50 euros, c'est un prix élevé quand même. Donc je peux pas dire que je peux pas dire que c'est un bon prix et patate de 50 euros. Je peux pas. Je peux pas. 45 euros. 45 euros, je veux bien. En dessous de 45 euros, ça semble être des bons prix pour du long terme, pour un début de ligne, si t'en as pas. Ok. Donc, on regardait ça pour savoir qui avait le plus baissé cette semaine. Elle a fait. BNP a perdu 14% cette semaine. Donc, c'est elle qui baisse le plus cette semaine de nouveau. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Ok, donc plus grosse baisse de la semaine sur les bancaires, c'est BNP de nouveau. Donc, j'ai pas le boulet de la semaine. Et pas mal ont commencé, alors moi je vous dis 45, mais pas mal sur le Discord ont commencé une ligne là, la semaine dernière. Donc les prix sont pas non plus dégueux pour du court terme, pour un rebond. Voilà. Après viser un rebond sur les bancaires, après tout ce qu'on a vécu, ça paraît un peu risqué, mais chacun ses choix. Ok, allez, faut faire vite là. Stellantis, elle a fait moins 6,90% sur la semaine. J'en suis à plus 5% depuis que je l'ai acheté. Alors, donc, elle, il y a une news. Qu'est-ce qui se passe sur Stellantis? Première tranche du programme de rachat d'actions. Bah, super. Donc, Stellantis annonce avoir signé un accord de rachat d'actions ordinaire avec une société indépendante qui réalise ses décisions d'achat de manière indépendante de Stellantis. Cet accord entre dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé en février 2023 d'un montant maximum de 1,5 milliard. Cette tranche couvrira un montant maximum de 500 millions d'euros. La première tranche du programme de rachat d'actions ordinaire débutera le 17 mars et se terminera au plus tard le 19 juin. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de ce programme seront annulées en temps voulu. Voilà, donc super news Stellantis. Il y a un programme de rachat d'actions, première tranche en cours. Ok, graphiquement ça donne quoi? Graphiquement c'est très moche. Ça ressemble au bancaire. Ça ressemble au bancaire. Bon, c'est toujours dans son canal haussier là que je lui ai trouvé. Pour moi, là on va direction 15, 15 euros, 15,20 €, ce qui est le bas de son canal haussier que je lui ai trouvé. Donc ça pourrait être pas mal. On est assez loin des M200 jours. Pour moi, les prix intéressants sur Stellantis, c'est 12,50.
J'avais dit en dessous de 15, il me semble qu'en dessous de 15, j'ai dit que c'est pas mal quand même. C'est pas dégueu, voilà, c'est pas dégueu. Le top du top, c'est 12, 12,50. Et moi, mon PRU, il est 14,86, donc il est dégueu. Il, il est entre le dégueu et le pas dégueu. Bon, 15 euros, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible, mais il y a pire, c'est quand même un super support. Il y a quand même un bon dividende à ce prix-là, donc c'est pour ça que je suis pas du tout sûr qu'on aille en dessous. Bon, j'ai dit un prix au sud et au nord, vous voyez le gap à combler à 17,07 pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà, tant que ça reste entre 15 et 17, c'est du bruit. Ok. Ah, je suis long, hein. Cumulus, elle a fait moins 4,83% sur la semaine. J'en suis à moins 21 sur la ligne PEA. On l'a déjà vu tout à l'heure sur le compte titre, donc on va en rester là. Equasens, a fait moins 0,28% sur la semaine. J'en suis à pratiquement plus 20% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est ce que je vous disais également tout à l'heure, c'est qu'Equasens, magnifique société, je l'ai eu à un super prix et je suis pas du tout sûr qu'on retourne à ce super prix. Donc malgré tout, c'est une petite ligne que j'ai. Je souhaite me renforcer. J'ai parlé éventuellement des 70 euros, donc on y a été avec une mèche. Voilà, bon, pour l'instant c'est en tendance baissière. On voit que vendredi, on est passé avec une mèche au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais on a fini au plus bas de la journée. Donc je pense qu'on va y retourner aux 70 euros. Est-ce qu'ils vont résister? Personne ne peut savoir à l'avance. Moi, je l'avais dit, en dessous de 75 euros, ça commence à être des bons prix, des prix intéressants. En dessous de 70, super prix. Et le top du top, c'est 60. Donc jusqu'où on peut aller, j'en sais rien. 70 euros, j'ai dit. Prochain niveau, 65. Et ensuite, 61, 62. Bon. Donc à suivre. Enfin, il y a 65, il y aura les 64 également qui vont compter. Donc à suivre, je sais pas du tout jusqu'où ça peut aller. Il n'y a pas de news. Bon, donc je comprends pas non plus bien la baisse. Pourquoi à ce point? Je comprends pas bien. Lumibird, donc elle a fait moins 7,76% sur la semaine. Moi, depuis que je l'ai acheté, donc cette semaine, j'en suis à moins 2,40 euros. Pardon. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur Lumibird? Lumibird, je vous avais dit à 17 euros, pour moi, c'est des prix sympas, qui commencent à être sympas. Je l'ai vu tomber à 16 euros. Je me suis dit, super, 16 euros, moi, ça m'intéresse, je rentre. C'était pas prévu, effectivement, mais voilà, je veux pas qu'elle parte sans moi. Ça m'embête que je l'ai de plus l'avoir en portefeuille, donc je rentre dessus. Au début, je voulais rentrer à 15,80, et puis c'est remonté dans la journée. J'ai remonté mon ordre à 16 euros. Bien mal m'en a appris parce que au final on a fini la semaine à 15,68. Donc j'aurais pu l'avoir à 15,80, je l'ai acheté au-dessus de 16. Bon, c'est pas grave. J'ai prévu de me renforcer 250 euros dessus. Voilà, parce que là actuellement j'ai moins de 500 euros dessus. Et en graphique, alors il y a une news. Donc ça a baissé un peu comme Eurofins. Ah, qu'est-ce que tu me fais? Pardon, donc ça a baissé un peu comme Eurofins à la sortie des chiffres. Les chiffres n'ont pas plu. Donc moi, ils m'ont bien plu. Moi, ils m'ont bien plu, ils me plaisent toujours sur Lumibird, donc c'est pour ça que je suis rentré dessus. Voilà, je trouvais la baisse excessive. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va voir le graphique? On va voir le tableau, pardon, on va voir le tableau. Pas zoomer plus? Voilà, on va le faire comme ça sera mieux. Ok. Donc, le communiqué de presse du 14 mars. Le 14 mars, c'est quand? C'était quand, pardon? Le 14 mars, c'était mardi. Et moi, je suis rentré dessus le 16, donc jeudi. Donc, ça a bien baissé suite à la sortie des chiffres. Et j'ai racheté 2 jours après, pardon. Ok, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Résultat annuel 2022. L'EBITDA de 31,3 millions d'euros. Donc, moins 4% d'une année sur l'autre.
dans une année d'investissement et de tension économique globale. Retour à une marge d'EBITDA à 19%, 23% hors éléments non récurrents au second semestre. Alors, on va tout lire. Allez, on lit tout. Le groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, a redressé ses marges au second trimestre pour terminer l'année avec un EBITDA de 31,3 millions d'euros, en retrait de 4%. Les tensions sur les approvisionnements et les charges de structure nécessaires pour anticiper la croissance expliquent la moindre rentabilité de l'exercice. Ces impacts sont progressivement amortis grâce à la croissance de l'activité et aux mesures mises en place pour lutter contre les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des coûts. Ainsi, le groupe prolonge à moyen terme ses objectifs d'une croissance organique entre 8 et 10% et vise une hausse de la marge d'EBITDA à 25% en 2026, avec un objectif de 18 à 23% pour l'année 2023. Ok, donc entre 18 et 23% pour l'année 2023. Donc, extrait des états financiers consolidés annuels, pardon. Donc, un chiffre d'affaires en augmentation de 18% par rapport à 2021. Parfait. Mais un EBITDA en baisse de 4%. Donc, on a vu plus haut qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement, il y a eu des hausses de coûts aussi. Et c'est une société de croissance, donc il faut qu'ils financent leur croissance, ce qui a pesé sur l'EBITDA. Ok. Donc un résultat opérationnel courant en baisse de 17%. Donc il est quand même pas mal, mais il est en baisse de 17%. Donc les résultats opérationnels en baisse de 1,9%. Un résultat avant impôt en baisse de 3,2. Non, c'est pas des pourcents, pardon. C'est des millions d'euros. Donc un résultat net, en tout cas, en baisse de 2,5 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Donc c'est dommage, c'est dommage. Mais j'estime que pour moi, ça me donne l'opportunité du coup de rentrer dessus. Donc, accélération de la croissance pour les deux divisions dans un contexte mondial compliqué. Donc, je n'ai pas prévu de lire ça. J'ai prévu de vous lire plus bas. Les perspectives, voilà. Les marchés de Lumibird restent extrêmement porteurs et le renforcement des capacités grâce aux investissements sur l'outil industriel devrait soutenir une forte dynamique commerciale dans les semestres à venir. Dans ce contexte, le groupe vise en 2023 un chiffre d'affaires publié de 250 millions d'euros, incluant donc un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, pardon, on va retourner au début, donc comparé à un chiffre d'affaires de 191 millions d'euros en 2022. Donc une très grosse augmentation du chiffre d'affaires prévue en 2023 par le management, hein. Très très forte, hein. On verra ça pardon, sur Zone Bourse, mais il me semble que ça fait 70%, hein. Bon, je recalculerai, je vous le dirai ça dans le chat sur le côté. Donc un chiffre d'affaires, donc il prévoit un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2023, incluant une croissance de son activité organique de 8 à 10%, ainsi que d'éventuelles croissances externes, et un retour du taux de marge d'EBITDA dans une fourchette entre 18 et 23%. À moyen terme, donc 2026, l'objectif est le maintien d'une croissance organique entre 8 et 10% et une progression de la marge d'EBITDA à 25%. Donc très très bien. On va aller voir, comme j'ai dit, Zone Bourse. Voilà, à chaque fois que j'ai une nouvelle société, il faudrait que je vous dise, enfin, qu'on fasse le point fondamentalement sur la société, ce serait cool. Donc voilà, donc Lumibird. Donc Lumibird noté 4 étoiles, 3 étoiles et demie sur 5 par Zone Bourse, donc note de 70 sur 100. On a vu mieux, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est une small cap. Elle a un PER de 35, donc par rapport au chiffre 2022, elle a un PER de 35, c'est un peu élevé. Mais on a vu qu'il y a une augmentation très très forte prévue du chiffre d'affaires en 2023. Donc la zone bourse, ils nous disent 211 millions d'euros. Le management a dit que eux, ils s'attendaient à avoir 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ok, donc un PER de 35 et 19 attendu pour 2023.
pour un PER historique d'environ 29 sur les 5 dernières années. Donc moi j'achète le PER de 19 estimé 2023 comparé au PER de 29 historique. Ok. Donc sinon les chiffres, vous avez l'habitude de ma façon de regarder les chiffres, je pense. Est-ce qu'on a un chiffre d'affaires en augmentation d'année en année? Donc oui, 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 oui et re-oui. Donc oui, super. Est-ce qu'on a un EBITDA en augmentation d'année en année? Oui, 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 oui et oui. Même pendant le Covid, super. Est-ce qu'on a un résultat net en augmentation d'année en année? Alors pardon, les marges d'abord, les marges. On a des marges de combien? Donc là, entre 11 et 12%. Avant cette année, en 2022, là, les marges sont tombées à 8,59%. Donc on a vu que le management nous disait, lui, viser des marges beaucoup plus élevées que ça, hein. Euh, donc là, il y a eu un trou d'air en 2022. C'est ce qui, moi, j'estime avoir l'opportunité du coup d'acheter moins cher. Ok, est-ce qu'on a un résultat net en augmentation d'année en année? Donc oui, oui, non, pas à l'heure du Covid. Ensuite, on se reprend fortement et en 2022, de nouveau, ça baisse. Donc déjà, on a un résultat net positif en 2020. Donc c'est dommage qu'il ait baissé par rapport aux années précédentes, mais au moins il n'est pas en négatif. On voit que c'est une société solide, même pendant la plus grosse des crises qu'on a eues récemment, elle a continué à gagner de l'argent. Donc super. Cependant, on est en 2022, il y a de nouveau un trou d'air sur les résultats nets. Donc ils nous ont dit, on a vu en début de vidéo, enfin en début de, au début, on a regardé la valeur, hein. Pourquoi il y avait ce problème-là? Il y a eu des problèmes d'approvisionnement, il y a eu des problèmes d'augmentation des coûts de l'énergie et de tout. Et il fallait aussi financer des nouvelles unités de production pour leur croissance future. Donc tout ça a pesé sur les marges et sur le résultat net. Quelles sont les marges nettes sur l'Umibird? Donc 8%, 8%, 4% lors du Covid. Ensuite, de nouveau 8,50 et là on baisse à pratiquement 6% de marge nette en 2022. Donc moi je m'attends à avoir une démarche plutôt aux alentours de plus de 10%. Voilà, lorsque la croissance ralentira, lorsqu'ils auront atteint leur maturité, et j'espère que mon PRU sera, enfin, le prix de l'action sera beaucoup plus élevé par rapport au PRU actuel. Donc on verra à suivre dans les années à venir. Est-ce qu'on a un bénéfice net par action en augmentation d'année en année? Oui, 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 donc pas pendant le Covid et certainement pas en 2022 de nouveau, hein. Sinon, c'était une belle tendance, à part ces 2 années-là. Et donc, il n'y a pas de dividende sur l'Umibird. Donc, tant mieux, ils réinvestissent la totalité de leurs bénéfices dans l'entreprise pour financer leur croissance. Super. Est-ce qu'on a une dette? Donc, oui, on a une dette. Depuis 2020, on a une dette et qui est en augmentation. Donc, j'imagine que c'est pour financer leur croissance. Ok, et ils ont parlé aussi d'éventuellement faire une acquisition externe. Donc c'est une small cap qui gagne de l'argent et qui fait de la croissance externe. Donc je vous rappelle que c'est exactement le genre de valeur qu'il faut acheter pour essayer de tomber sur des multi-baggers. Donc voilà ce que l'Humibird, donc je l'ai fortement travaillé dans le passé. Qu'est-ce que ça donne l'Humibird sur le long terme? Hop. Donc c'est assez vieux comme entreprise a priori, hein, ça date de 97 l'introduction en bourse. Il y a eu une grande envolée des prix là vers 2006 pour ensuite fortement rechuter et rien faire jusqu'en 2014. En 2014, on peut voir que là qu'il y a un volume qui a rien à voir par rapport à ce qui se faisait avant. Donc il y a quelque chose de nouveau sur l'entreprise Lumibird depuis 2014. Donc depuis 2014, il se passe quelque chose avec beaucoup de volume, mais on voit que ça distribue énormément. Donc ça se reprend, mais il y a quand même une forte dilution entre 2014 et 2015, hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un gros actionnaire qui est sorti? Bon, est-ce qu'on a changé de marché sur Euronext? On est passé à un marché plus liquide? C'est possible également. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'information. Donc en tout cas, on va regarder le graphique à partir de ce moment-là. Et uniquement à partir de ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là. Ah mais je suis en mois. Oui. Bon, donc à partir de 2014, on va se le voir en semaine.
Bon, on voit qu'elle a une belle relation avec sa moyenne mobile de 100 mois, Lumibird. Donc j'espère qu'on ne tournera pas jusqu'à 8,47 pour la retester en 2023, hein. Mais a priori, la belle relation est quand même de 100 mois. En semaine, ça donne quoi? Hop, donc 2014 c'est là, le renouveau sur Lumibird c'est là. Donc depuis 2014 c'est en très très belle tendance haussière. Elle a une relativement belle relation également avec MM200 semaines. Donc on voit que ça passe à travers quand même, mais ça repart ensuite. Donc ce que je vous disais, donc là c'est quand même en tendance baissière Lumibird, hein, depuis décembre 2021 c'est en tendance baissière Lumibird. Donc c'est pas moindre risque du tout. On vient de passer MM200 semaines, je l'ai pas dit, mais on l'a vu. Ça vient de casser MM200 semaines là, Lumibird cette semaine. Donc en tendance baissière depuis janvier 2022, décembre 2021, c'est pareil. Donc ça, on l'a dit. Moi, j'avais dit qu'en dessous de 17 euros, ça semblait des prix intéressants. Donc j'ai acheté à 16 euros. On a été jusqu'à présent à 15,20. Ouais. Bon, depuis que j'ai acheté, la tendance est toujours baissière, hein. C'est toujours moche. Moi, je remarque que dans la baisse récente, là, ça distribue pas. Ça distribue pas. Donc pour moi, c'est des opportunités d'achat. Les gros sont pas sortis. Et voilà, moi j'ai prévu de me renforcer éventuellement si on va à 14. Entre 14 et 14,30, là, ça paraît pas mal du tout. Il y a un support, on y était récemment. En octobre 2022, on y était. Donc voilà, je pense racheter ce support-là. Donc je prends un risque, de nouveau, je prends un risque. J'essaie d'acheter le point bas. Je pense pas que je vais attendre un éventuel rebond. Donc je prends un risque. Je prends un risque, surtout elle a baissé suite à la sortie des chiffres qui n'ont pas plu aux investisseurs. Donc c'est des bonnes raisons pour lesquelles elle a baissé. Certaines fois, les entreprises baissent pour de mauvaises raisons, donc là, c'est des opportunités d'achat. Quand elles baissent pour de bonnes raisons, il faut quand même y réfléchir. Il faut quand même y réfléchir à deux fois, plus que d'habitude. Ok, donc je disais que moi, dans la baisse, ça ne distribue pas. Quand on est à des prix intéressants, potentiellement, on peut les voir à 14,20, 14,20 €. Voilà, il y a quand même un support à 15 euros intermédiaire, mais le top du top, c'est 14 euros. Donc moi, j'ai acheté à 16 en me disant que, bon, potentiellement, on peut aller, je peux être en moins-value de 11%. Je peux être en moins-value de moins 11%. Voilà pourquoi j'ai commencé à acheter à 16 euros. Et effectivement, si on va à 8,80, je perds encore plus. Bon, on va espérer que ça ne baisse pas à ce point quand même. On a vu le PER de 20 estimé 2023, mais PER 2022 très très élevé. Donc voilà, donc le prix c'est très compliqué à définir actuellement. En 2022, ils ont fait une très mauvaise année. Il y avait encore des manques de composants. Voilà. La situation à ce niveau-là commence à se résout largement, hein. On n'entend plus parler trop de pénurie, à part des puces. Bon, effectivement, ils achètent aussi des puces, hein. Bon, moi j'espère quand même que ça va se reprendre, que là c'est une mauvaise année. Et calculer un, un prix sur l'Humibird, vu l'augmentation du chiffre d'affaires attendue en 2023 et vu le fait qu'on ait fait une mauvaise année en 2022, c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué. Donc voilà, moi j'ai pris mon risque. En dessous de 17, je commence ma ligne. Ok. Je suis long, hein. Métropole TV, elle a fait plus 0,50 sur la semaine. Youhouhou, merci Métropole TV. J'en suis à moins 3% depuis que je l'ai acheté pratiquement. Il n'y a plus de news. Donc Métropole TV, tendance baissière récemment. Là, on n'est pas passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc ok, c'est cool, ça a monté cette semaine, mais rien n'est gagné. Alors je vous rappelle malgré tout la vidéo de Laurent Albi. Comment il appelle ça? La liste des secteurs, je ne sais plus comment il dit. Mais il a fait le point sur les secteurs là au début du mois de mars et il nous avait prévenu que le secteur des médias allait
que lui, il voyait bien une montée des secteurs des médias. Il disait que TF1, il avait de bon espoir pour que TF1 augmente. Il n'a pas parlé de Métropole TV, mais il a parlé de TF1. Donc, à suivre. Donc, Laurent Albi nous dit que lui, le secteur des médias devrait performer dans les semaines et mois à venir. Donc, est-ce que c'est le cas sur Métropole? Est-ce que c'est le début? Moi, j'en suis pas du tout sûr. Pour moi, les prix intéressants sur Métropole, c'est en dessous de 12. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, j'ai prévu de me renforcer, mais en dessous de 12 uniquement. Et si possible, plutôt 10, si on y retourne. Voilà, moi, certainement je me renforcerai sur Métropole uniquement après le détachement du dividende, hein. Franchement, il y a de fortes chances qu'après le détachement du dividende, il y ait encore moins d'intérêt sur Métropole. Là, pour moi, ça tient surtout spécule dividende, en spéculant, pardon, enfin en attendant le dividende, ça se maintient bien, mais c'est uniquement pour le dividende. Et que lorsque le dividende sera détaché, il y a de fortes chances qu'il y ait moins de soutien sur Métropole. Je la vois comme ça, je vais la suivre comme ça. Voilà. Et actuellement, au-dessus des M200 jours à 13,41, faut pas casser. 13 euros, les 50% de Fibo non plus, ce serait pas cool. En tout cas, pas avant le dividende. Ok. Allez, accélère, accélère. J'ai dit que les prix au sud. Xilam, alors on arrive sur mon trio là des petits boulets. Les petits boulets, donc je voudrais renforcer 100 euros chacun, sans dépasser 500 euros par ligne, du coup. J'ai acheté, c'était en grosse tendance baissière, mais bon, Xilam. Xilam, je l'aime beaucoup, je trouve qu'à ce prix-là, les prix sont pas dégueux du tout. Je pense que pour du long terme, ces prix-là sont super. Voilà, et je pense qu'à la sortie des prochains chiffres, ça a bien pumpé sur Xilam, j'espère. C'est mon objectif, c'est mon souhait. C'est pour ça que je suis rentré dessus. Bon, voilà, j'en veux pas une trop grosse ligne non plus. Corian, elle est SPQ, c'est pour ça que elle est SPQ. Elle est value, pardon. Elle est largement value. Elle, elle capitalise moins que la valeur de son immobilier actuellement. Donc c'est pour ça que je suis rentré dessus. Voilà, un peu haut, et on peut jamais savoir, hein. Nikon, donc ma dernière valeur jeu vidéo, j'en avais trois, il m'en reste plus qu'une, Nikon. C'est elle sur laquelle il me semblait avoir le PRU le moins pourri. Voilà, donc aujourd'hui je suis à moins 33% de moins-value sur Nikon. Et je disais ça pourquoi? Parce que je suis rentré un peu comme un con, hein. Je vous disais que c'était pas bon du tout d'essayer de rentrer actuellement avec un CAC au-dessus de 7000, c'était pas très malin. Mais voilà, je voulais des sociétés qui soient pas dans les mêmes configurations graphiques que mes sociétés à moi, d'avant, enfin je sais que j'avais avant, et c'est le cas. Bon, malheureusement, elles n'ont pas joué un rôle défensif comme j'aurais espéré qu'elles le jouent. C'est pas grave. Ok, donc je sais pas trop pourquoi je disais tout ça, mais on y retourne, hein. Moins 4% Xilam cette semaine, j'en suis à moins 13% depuis que je l'ai acheté. Graphiquement, ça donne quoi? Hop, graphiquement, baissier, 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 hein. Waouh, 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 grandement baissier. Euh, Potentiellement, on peut aller voir. Alors, on voit que là, il y a une mèche qui a touché les 24,50, si je me souviens bien. Attendez. Bas. 24,60. Voilà, 24,60 au plus bas. Donc pour moi, on va aller à 24,60 au plus bas, minimum. Bon, ça serait toujours une opportunité d'achat à ces prix-là, hein. Pour moi, ces prix-là, c'est une opportunité d'achat. C'est peut-être pas l'opportunité du siècle, mais c'est quand même une valeur de belle qualité. On n'a pas beaucoup de valeur de production audiovisuelle en France. Donc on a au moins Xilam, qui est très recherché. Ces productions sont très recherchées. Voilà, c'est de très belle qualité, mais actuellement en très très forte tendance baissière. Et les prix deviennent intéressants. Voilà, les prix deviennent intéressants. Pour moi, en dessous de 30 euros, c'est pas dégueu du tout. En dessous de 33 euros, c'est pas dégueu du tout. En dessous de 33 euros, c'est pas dégueu. En dessous de 30, je pensais pas qu'on y retournerait. C'est super. Et là, les 24, 25, je dis quoi? Et 24, 60. Entre 24, 60 et 25, 60, ça serait le top du top, si on y va. Survente actuellement. Moi, ce que je remarque, c'est
quand même dans l'énorme baisse, ça distribue pas autant, hein. Donc il me semble quand même que les gros restent dessus. Voilà. Et là, ceux qui sortent, c'est les petites mains. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le vois. Donc j'ai dit le support plus bas. J'ai dit un niveau de prix que moi j'estimais intéressant. Corian, elle est à moins 6% cette semaine. Elle a fait moins 6% cette semaine. J'en suis à moins 8% depuis que je l'ai acheté. Corian, graphiquement, donc grande tendance baissière. Je prépare psychologiquement. Corian, donc grande tendance baissière. Elle, c'est depuis, depuis février, depuis le Covid. Depuis le Covid, c'est en grande tendance baissière. On a à des plus bas historiques. Pardon, c'est la fin. Donc jusqu'à présent, on était dans un canal qu'il fallait pas casser. Là, on l'a cassé par le bas. On a fait des plus bas. On a fait de nouveaux plus bas historiques sur Corian, aux alentours des 7 euros. Est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce qu'on a fait les plus bas? Personne ne pourra vous le dire. Donc le mieux quand même, c'est d'attendre le passage là des 7,76. Donc l'ancien range, entre guillemets, passer l'ancien range en clôture pour essayer de voir plus haut. Pour les plus pressés, attendre au minimum le passage de la moyenne mobile court terme. Et voilà, donc acheter sans attendre au moins l'un de ces deux signaux, ça me paraît très prémédité. Ok, elle est value Corian, mais elle peut rester value très longtemps. Les secteurs euh, des maisons médicalisées, entre guillemets, n'est pas recherché ces temps-ci, avec le problème d'Orpea. Le procès n'a pas encore commencé, donc on n'a pas eu toutes les news sur le secteur. Il me semble que Corian baisse pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'est un concurrent qui a un problème et du coup elle prend cher à cause de son concurrent. Il me semble qu'ils ont quand même beaucoup moins de choses à se reprocher qu'Orpea. Voilà pourquoi j'ai sauté à rentrer dans le train. Voilà, je vais me renforcer, mais je sais pas encore quand. Et c'est tellement que je vais attendre le passage des 7,70 là en clôture pour essayer de voir plus haut. Ça aussi, je vois qu'il y a une consolidation, une construction de figure autre. Voilà, on remarquera quand même que ça accumule légèrement quand même depuis qu'on a touché les points bas là, à 7 euros, hein. Donc ça accumule, mais voilà, à court moyen terme, Corian, c'est peut-être pas un bon plan, hein. Sur le long terme, oui, je suis très confiant. Court moyen terme, beaucoup moins. Qu'est-ce qui nous reste? Nekon pour finir, moins 2,119% sur la semaine. J'en suis à moins 33% depuis que je l'ai acheté. Donc énorme, énorme. Nekon, ça donne quoi en graphique? Donc Nekon, on n'a pas été voir le plus bas historique là à 2,0, je sais plus combien. À 2,015 le plus bas historique. Donc on n'y a pas été, on n'a pas été loin. Mais on n'y a pas été. En tout cas, c'est une énorme tendance baissière là depuis février 2021. Voilà, donc grosse tendance baissière. De nouveau, je vous déconseille de rentrer en visant un point bas sur Nikon. Alors, il y en a beaucoup qui attendent les deux, hein, je le comprends moi-même, mais ça continue à distribuer, ça continue à baisser. Il y a très peu de volume. Voilà. Ils ont sorti des chiffres, youhou! Mais v'là les chiffres, hein. V'là les jeux, pardon, hein. Un jeu d'action chilien et des portages de vieux jeux sur console next-gen. Donc c'est pas ça qui va booster le chiffre d'affaires de Nikon, hein, je pense pas. Donc à suivre Nikon, mais plutôt la sortie des gros jeux, Gollum et je sais plus quel jeu de sport est prévu aussi prochainement là. Donc voilà. Tout ça pour dire que Nikon, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Grosse tendance baissière. Ça distribue toujours en RSI en dessous de 50. Aucun signe de reprise de quoi que ce soit.
Ok, donc je baille, donc il est temps d'aller me coucher. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, c'était super cool. J'espère que vous avez pensé à mettre un pouce, même si ma performance actuelle est pourrie, mais de chez pourri. Voilà, pour l'honnêteté, la transparence de nouveau, la bienveillance. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord. Je vous rappelle que c'est gratuit et qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà, c'est très intéressant. On échange tout au long de la semaine. Voilà, c'est très intéressant. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.